Bonjour, on continue sur notre cycle de vidéos sur Ruby et comme promis la dernière fois, on s'attaque aux méthodes, deuxième itération, et cette fois-ci on va regarder les concepts avancés sur les méthodes. Jingle! Alors, on va faire un certain nombre de focus sur les méthodes pour bien comprendre les passages de paramètres, regarder toutes les finesses qu'il peut y avoir sur la façon d'utiliser correctement les méthodes. Alors, ce focus, effectivement, on va commencer, pour comprendre les appels de méthodes, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les méthodes en Ruby. Et en Ruby, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on exécute une méthode, en fait, on envoie un message à un objet. Alors effectivement, là pour le moment, on a vu des méthodes qui étaient directement appelées dans le corps procédural du programme. En fait, même si on a l'impression que c'est un corps procédural, en fait, on exécute des méthodes, sur un objet implicite qui va s'appeler kernel ou object, ça dépend du contexte. Et on va exécuter ces méthodes en envoyant un message à kernel ou à object. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, exécuter la méthode sur un objet ou sur le contexte standard avec des arguments, ça correspond en coulisses à exécuter une autre méthode qui s'appelle send, qui est présente sur tous les prototypes d'objets, et de lui passer en paramètre un symbole qui représente la méthode qu'on veut exécuter. Donc on va parler de message. Et derrière, après, on va lui envoyer toute la liste des arguments qu'on veut lui faire passer. Alors là, j'ai simplifié avec arguments. Au fur et à mesure, on essaiera de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, l'appel d'une méthode, c'est en réalité un message envoyé à un objet. Et quand on appelle une méthode, par exemple, quand on a fait putS ou getS, en fait, c'est une méthode qui est appelée sur un objet implicite. Alors, ça peut être troublant pour certaines personnes, mais en Ruby, même si ça ressemble à des opérateurs, même quand on fait 1 plus 2, on exécute une méthode. En fait, on exécute la méthode plus avec comme paramètre 2 sur l'objet integer 1. Donc c'est équivalent à 1.plus, c'est-à-dire appel de la méthode plus sur l'integer 1, l'objet integer de valeur 1, en passant un integer de valeur 2. Et ça correspond encore une fois à 1.send, qui est donc l'exécution de la méthode send sur l'objet integer 1, sur lequel on passe en symbole plus. Alors là, je l'ai mis sous forme de chaîne de caractères, mais il va être transtypé en symbole pour pouvoir être reconnu dans la table de symboles reconnue dans la liste de méthodes de l'objet. Et on va lui passer comme paramètre 2, ou n'importe quelle autre liste de paramètres. Et on va voir qu'on va pouvoir être très dynamique dans cette liste de paramètres. Donc voilà, ça c'est vraiment, une fois que vous avez compris ce principe-là, vous avez compris qu'en Ruby, tout est objet et tout est méthode. Ou presque. Alors maintenant, on va regarder les types de paramètres qu'on peut passer à une méthode. On en avait vu, effectivement, la notion de paramètres, de keyword, de blocs qui pouvaient être passés. Là, on va voir qu'effectivement, on peut aussi passer des arguments variables. Alors, ce qu'on voit là, la petite étoile, c'est l'opérateur splat. On va faire une vidéo dédiée à cet opérateur, parce qu'en fait, vous verrez aussi qu'en Ruby, il n'y a pas d'artifice syntaxique. Il n'y a pas d'éléments de parsing par le parseur Ruby qui soit uniquement pour faire une facilité syntaxique. Ce étoile, c'est bien un opérateur et on va voir comment il fonctionne. En gros, il dit que ce qui est passé derrière étoile, la variable qui est passée derrière, va être un réceptacle de l'ensemble des paramètres. Donc ça veut dire que cette méthode peut prendre un nombre de paramètres variables. Donc la méthode sum reçoit des nombres, et ces nombres, on peut les passer comme des paramètres définis, et du coup, on va pouvoir les manipuler à l'intérieur du programme comme un tableau. Et c'est pour ça qu'on peut exécuter la méthode sum qui fait la somme de tous les éléments du tableau nombre. Donc en fait, cet opérateur splat, on va voir qu'il a pas mal d'autres utilisations, mais typiquement, il va nous permettre de pouvoir faire des passages d'arguments variables à une méthode. On peut aussi effectivement faire de la combinaison. On peut très bien se dire le premier élément est fixe, et donc titre, ça va être un élément précis, une référence à un type de données précis, là dans l'occurrence une string, et après par contre tout le reste va être renvoyé dans le tableau nom
Et on va potentiellement pouvoir utiliser une méthode comme join en mettant virgule espace pour pouvoir faire un affichage avec le titre. Donc par exemple, on mettrait élève, deux points. Donc là, on voit une interpolation. Ça renvoie une interpolation. Et puis la concaténation de tous les éléments du tableau nom en les liant avec la chaîne de caractères virgule espace pour faire un affichage propre. Donc par exemple, présenteur, là on a pris participant, présenteur de participant, virgule, Alice, Bob, Charlie, va renvoyer la chaîne participant, deux points, Alice, Bob, Charlie. La première valeur va être mise dans le paramètre titre, et les autres valeurs vont être stackées par l'opérateur splat dans la référence nom, dans la variable nom, et à utiliser avec la méthode join sur une liste pour pouvoir faire cette concaténation des éléments du tableau. Donc, je le redis, on va faire un focus sur splat et double splat, on verra la différence entre les deux. Les arguments positionnels. Donc là c'est assez simple. Voilà, c'est l'usage qu'on a vu jusqu'à présent et c'est probablement l'usage que vous connaissez des méthodes dans beaucoup de langages. C'est ce que moi j'ai nommé des paramètres ou paramètres positionnels, nom et titre. L'ordre est forcément important. D'accord ? On a vu tout à l'heure, on a vu dans la précédente vidéo qu'on pouvait passer des valeurs par défaut, et que quand il y a une valeur par défaut, on n'est pas obligé de mettre de valeur explicite dans l'appel. Donc non, on va y mettre une valeur parce qu'il n'y a pas de valeur par défaut. Donc si on ne mettait rien, il y aurait une erreur dans le compilateur pour dire qu'il n'y a pas que la variable n'a pas été passée par référence. Par contre, pour message, si on met rien, ça veut dire que message est égal à bienvenue. Et c'est tout l'intérêt de ces paramètres avec des valeurs par défaut. Alors, autre type de paramètres, on les a déjà vus, les keywords. Et c'est là où, justement, effectivement, on verra l'intérêt de l'autre déclinaison de l'opérateur splat, le double splat. Pas forcément tout de suite, on le verra un peu plus tard. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ces keywords, en fait, basiquement, ils se comportent comme des hashages. Et oui, si le double splat, on le voit un petit peu plus bas sur le troisième exemple. Mais effectivement, ce sont des paramètres du type clé-valeur, clé-valeur. En Ruby, on aime beaucoup utiliser les keywords parce que ça permet d'avoir une vision explicite du protocole du prototype de méthode, pardon, pas du protocole, du prototype. Et donc, on sait exactement ce qu'on a à manipuler. Il n'y a pas besoin, quand on fait l'appel de la méthode, de savoir dans quel ordre sont les paramètres et à quoi ils correspondent, puisqu'on va les nommer. On va directement les nommer. L'avantage, c'est qu'ils supportent aussi les valeurs par défaut. Donc effectivement, il peut y avoir des keywords qui sont mandatory, et puis il y a d'autres keywords qui sont avec des valeurs par défaut. Donc là, on peut faire exactement pareil. Ces keywords, l'avantage, c'est qu'en plus, en Ruby, ils vont être utilisables au sein du corps de la méthode comme des variables locales de la méthode. Donc taille va correspondre à la valeur du keyword taille dans la liste de keywords de la méthode configurée. Ce qui est très pratique, c'est qu'effectivement, avec un double splat, on peut récupérer une liste de keywords globalement. Et au lieu d'être manipulé sous forme de liste, comme on l'avait avec le splatting des paramètres, le splatting des keywords avec le double opérateur splat va transformer cette liste de keywords en hachage, et donc on va pouvoir les manipuler comme des éléments comme une liste, comme un hachage, pardon, et les manipuler dans le corps de l'application avec la variable locale qui a été utilisée pour le splatting, comme un hachage. Donc, le dernier élément qu'on va regarder, c'est les closures. C'est le mécanisme de passage de blocs comme argument d'une méthode. Alors, il peut être implicite ou explicite. Par exemple, toute méthode peut recevoir une closure. Donc par exemple, si je prends la méthode exécuter, je peux faire par exemple un put avant, et je vais utiliser yield pour exécuter le bloc passé en paramètre à l'endroit où est positionné le yield. Et j'ai une méthode qui va s'appeler blockGiven pour savoir si la méthode a reçu ou non un bloc. Donc là, dans mon cas de figure, si je reçois un bloc, si j'exécute exécuter avec une closure, donc un bloc qui est passé en paramètre, par exemple, on voit l'exemple en version inline avec des accolades, on peut le faire avec des do-end, on peut faire du passage de valeur en plus avec un paramètre de closure, on le voit à l'exemple du bas. Ça va donc exécuter le bloc qui est fourni en paramètre, le puts pendant, à l'endroit où se positionne le yield dans le code de la méthode. Donc si j'exécute ma méthode, elle va afficher avant, pendant, après, si je lui passe un bloc. Si je ne lui passe pas de bloc, ça va afficher avant,
après. Et puis après, on a les mécanismes sur lesquels on peut nommer explicitement le bloc. C'est-à-dire, par exemple, dans le prototype de la méthode, on dit « cette méthode doit recevoir un bloc ». Ce n'est pas une option. Donc là, on va, dans le prototype de méthode, on va faire dev transformer, par exemple, qui reçoit un tableau. Et ce tableau, on lui dit... et cette méthode, on lui dit qu'elle peut recevoir aussi un bloc. Pour lui dire que c'est une référence à un code d'instruction, à un bloc d'instruction, on va utiliser l'opérateur esperluette. Donc tableau, et puis derrière, on va lui dire, cette méthode, à l'intérieur, elle fait tableau.map. Donc map va permettre d'itérer tous les éléments du tableau pour exécuter le bloc sur chaque itération du tableau passé en paramètres. Donc transformer, par exemple, d'un tableau 1.2,3, on lui dit que ça reçoit un bloc qui dit pour chaque élément, tu vas doubler l'élément. Donc là, forcément, ça va renvoyer un tableau avec comme valeur 2, 4, 6. Alors en Ruby, je ne sais pas si on l'a déjà vu, mais je vais vous le redire, si c'était déjà le cas. Quand on met un point d'exclamation à la fin d'une méthode, ça veut dire qu'elle modifie explicitement les données du tableau. Donc potentiellement, si j'avais par exemple voulu modifier explicitement les éléments du tableau, j'aurais fait en sorte qu'il y ait un tableau.map point d'exclamation. Donc là, ce serait la méthode map point d'exclamation, qui est une méthode de la lib standard de Ruby, qui fait les choses. Donc elle aurait renvoyé 2, 4, 6, mais elle aurait aussi modifié le tableau sur lequel on avait exécuté transformer. Donc là, comme c'était une référence anonyme, qui n'avait pas de variable, c'était pas très grave. Mais si potentiellement on avait mis ce tableau 1, 2, 3 dans une variable, on aurait passé la variable à transformer et ça aurait modifié la référence pointée par cette variable. Donc attention, on n'oublie pas en Ruby, tout est passage par référence. Donc si jamais on modifie explicitement ce qui est renvoyé en référence, on le modifie à l'extérieur du corps de la méthode. C'est très important comme concept. Donc là, on a vu les mécanismes de blocs comme argument, et puis on a vu l'ensemble des types de keywords qui sont utilisables en Ruby. Donc, dernier élément qu'on va voir sur le sujet sur les méthodes, puis après on va passer sur une autre vidéo sur l'opérateur splat, on va essayer de regarder des exemples complets. Par exemple, on a une méthode qui reçoit un paramètre fixe et qui peut recevoir d'autres paramètres. Donc l'ordre est très important. Les paramètres sont toujours avant les keywords, donc c'est-à-dire tout ce qui est du domaine de la liste est avant ce qui est du domaine du hachage, enfin d'une liste de keywords, d'un nombre de keywords, et enfin le bloc. Et on peut par contre avoir des valeurs par défaut pour des paramètres et pour des keywords. Donc dans mon exemple, j'ai un paramètre fixe, une liste de paramètres variables, et derrière, des éléments modifiés, par exemple ce qu'on va utiliser comme modificateur dans une méthode, passé sous forme de keyword. Donc typiquement, là, si jamais je passe ces paramètres, il va me renvoyer une structure de hash qui s'appelle résultat, sur lequel il va rentrer un ID qui corresponde au paramètre fixe, il va rentrer la liste de valeurs, donc un tableau dans valeurs, il va prépositionner format à ce qui a été défini comme format, et passer le booléen strict directement, le forwarder dans le hachage. Et par contre, il va exécuter le bloc sur résultat si un bloc est passé. Donc potentiellement, si j'exécute, je dis par exemple, j'ai données à traiter, ou traiter données, 42, donc ça va être l'ID. A et B, ça va être les données qui vont être stackées dans valeur, la liste qui avait été fournie dans l'élément du hachage valeur. Ensuite, format XML, donc au lieu que ce soit du JSON, il va remettre du XML explicite. Et puis après, je vais lui dire que je veux qu'il merge sur la structure de données traité égale true. Donc dans le hachage qui était renvoyé en résultat, il vient y intégrer une nouvelle clé qui s'appelle traité égale true. Donc ça renvoie un hachage avec ID 42, valeur qui est une liste A et B, format égale XML, strict false, traité égale true. Strict false, j'ai pas eu besoin de le mettre parce que c'était un paramètre, un keyword avec une valeur par défaut. Donc, méthode comme objet de première classe. Donc là, c'est pareil, ce qu'il faut regarder, c'est qu'effectivement, on peut très bien utiliser, manipuler des objets, des méthodes, comme des objets. Donc j'ai par exemple une classe calculateur. Alors les classes, on n'a pas encore vu, mais on va avancer un petit peu sur le sujet. Vous allez me croire sur parole, dans lequel on définit une méthode qui s'appelle additionner, qui reçoit A et B, et qui fait A plus B. Et donc, effectivement, je peux faire en sorte que
je crée une instance de cet objet calculateur, je peux récupérer explicitement la méthode. Donc, méthode addition égale calque de méthode dans lequel je passe le symbole additionné. Ce que je suis en train de faire, c'est déjà de la métaprogrammation. Alors, c'est un peu compliqué cet exemple, mais vous allez voir qu'avec le temps, on va vite pouvoir le comprendre facilement. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, cet objet, méthode addition, c'est un objet. Donc pour pouvoir l'appeler, il va falloir que je fasse méthode addition.call pour dire que j'appelle la méthode en lui passant des paramètres. Et il y a la méthode, sur un objet, il y a une méthode qui s'appelle arity qui permet de savoir combien de paramètres a besoin cette méthode. Donc là, en l'occurrence, c'est 2 paramètres obligatoires, donc il me renvoie une arity de 2. D'accord ? Je rentrerai pas forcément beaucoup plus là-dedans. Et puis le dernier exemple, ça permet de pouvoir faire une map en curification. Alors celui-ci, on va le laisser passer. On reviendra là-dessus, c'est un peu compliqué. La prochaine vidéo, elle va traiter, et on va revenir sur l'opérateur splat. On va revoir cet usage qu'on a vu dans les paramètres de méthode, mais on va en voir beaucoup d'autres, et on va voir que cet opérateur en Ruby, il est extrêmement important. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.